Donc l'intention initiale du gouvernement était de réserver cette limitation, ce critère supplémentaire uniquement aux investissements intermédiaires via des fonds. Le Parlement, dans sa grande sagesse, en a décidé autrement, en élargissant cette condition un peu à l'ensemble des investissements et en diminuant simplement le seuil de 2 à 1 salarié pour les entreprises artisanales. Mais donc, au départ, l'intention du gouvernement était plutôt de réserver cette clause aux investissements intermédiaires. Pour en venir à la question précise que vous avez posée, je pense qu'effectivement le but n'est pas de revenir à l'appréciation du nombre de salariés lorsque la société a été créée il y a de nombreuses années. C'était le cas, même si c'est un cas un petit peu théorique, mais plutôt de se situer au moment où les investissements vont être effectués, les souscriptions, les versements vont être effectués. Mais bon, ça on aura l'occasion effectivement de le préciser dans les instructions qui commentent la loi. Et à cet égard, effectivement, toutes les remontées qu'on peut avoir du secteur via notre association ou toute autre modalité de transmission nous seront utiles pour préciser les choses en temps utile. Je crois que c'était quand même le sens aussi du débat parlementaire, puisque je me souviens bien que quand le sénateur Adler avait déposé son amendement, la ministre lui avait répondu « Mais le premier exercice, ça peut être très long, on peut faire un exercice qui dure 15-16 mois. » Donc il semblait clair dans l'esprit du gouvernement qu'il s'agissait d'entreprises nouvelles dans lesquelles l'investissement a été fait. Puisque seul l'amorçage avait l'air d'être pris en compte, puisque par définition, quand on est au premier exercice, c'est qu'on n'existe pas avant. Donc effectivement, on aurait pu, des travaux préparatoires, déduire ce que vous venez de nous dire sur le fait qu'on ne remonte pas en avant. Mais on avait une autre question que le sénateur avait soulevée en séance, qui est celle « Qu'est-ce qu'un salarié ?» Il y a toute une législation en matière de droit du travail et une jurisprudence en la matière, dont je ne suis pas un spécialiste, mais qui est donc fondée plutôt sur la notion de lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Et je pense que la direction de la législation fiscale se renverra donc à des notions connues en matière de droit du travail pour préciser la notion de salarié. Donc on ne créera pas une notion de salarié spécifique pour la question de la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME, mais on se référera à ces règles-là. Lorsqu'on parle de salariés, on peut évoquer, ça englobe toutes les catégories de salariés, toutes les catégories de contrats de travail qu'on peut aujourd'hui rencontrer. Donc on sait que maintenant, à compter de la 4e année, les GUI ne peuvent plus déduire 100%, mais ne peuvent déduire que des montants diminués. Ce qui est incroyable, c'est le côté rétroactif de cette règle. Il n'y a aucune rétroactivité dans le dispositif. Comme la plupart des règles fiscales votées en loi de finances, elles rentrent en vigueur au 1er janvier qui suit l'adoption de la loi de finances, et donc c'est le cas pour ce dispositif. Je conviens qu'il peut avoir des conséquences qui sont assez importantes pour certaines catégories de jeunes entreprises innovantes, puisqu'il s'applique de manière au stock, effectivement, des jeunes entreprises innovantes. Donc dans le cas où on a une grosse jeune entreprise innovante, plus si jeune que ça, puisqu'on est à 6-7 ans d'existence par exemple, avec un nombre d'employés important, un nombre de chercheurs ou de personnel éligible à cette disposition qui soit important, alors effectivement le cumul d'une part du plafond, surtout si c'est des personnes qui sont rémunérées à de très hauts salaires, le cumul des plafonds de rémunération personnelle, du plafond de cotisation sociale à l'échelle de l'entreprise et de la dégressivité des exonérations peut aboutir effectivement à un niveau d'aide sensiblement inférieur à ce qu'il était avant l'adoption de cette loi de finances. Ce qu'a essayé de faire le gouvernement et puis après le Parlement, c'était effectivement dans un univers où les finances publiques sont quand même en situation délicate, de reconduire des dispositifs de soutien aux PME qui venaient à échéance, et qui n'étaient pas forcément acquis que leur reconduction soit adoptée, même si c'est un secteur particulièrement crucial. Il faut quand même souligner que c'est quasiment les seules niches fiscales, comme on les appelle, qui ont été reconduites sur proposition du gouvernement dans le projet de loi de finances initiale. Et d'essayer donc de faire la part, puisqu'on savait qu'il y avait des abus, entre les bons investissements et les moins bons investissements
d'investissement, en essayant d'harmoniser les règles entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la solidarité sur la fortune, vous l'avez souligné, d'exclure certains secteurs qui ne méritaient pas cet investissement pour que, à la fin, sans doute, le montant des sommes versées dans le secteur globalement des PME sera peut-être en diminution par rapport à ce qui a été dans le passé, mais sans doute, l'objectif était que ça aille dans des secteurs qui le méritent vraiment et qui sont vraiment créateurs d'emplois.